Bonsoir à toutes et tous, bienvenue. Je suis Angela Louis, coordinatrice culturelle à l'Alliance française de Paris et j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir à l'Alliance française de Paris. Nous sommes en direct de Paris, au 101 boulevard Raspail et nous avons l'honneur de recevoir ce soir Olivia Ruiz, notre première invitée qui ouvre la saison culturelle 2021 pour nous parler de son roman La commode au tiroir de couleurs aux éditions Lattès. Ce cycle de rencontres lancé en 2020 est co-organisé avec le comité d'entreprise de la RATP. À mes côtés, Patricia Guérin, qui est directrice du Centre culturel Auguste Dobel à Paris, prendra la parole dans quelques instants. Et en tout cas, ce soir, vous êtes un peu plus de 300 à nous suivre. Vous nous suivez depuis la France, depuis l'Italie, l'Égypte, les États-Unis, le Brésil, le Congo. Bref, vous nous suivez depuis le monde entier. Donc merci beaucoup à tous d'être présents ce soir. Et il y a parmi cette audience internationale, j'en suis sûre, de nombreux apprenants de français qui nous suivent et qui étudient les cours de français dans les alliances françaises. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc l'Alliance française de Paris fait partie de ce réseau culturel mondial qui a en partage les missions d'enseignement de la langue française, de la promotion des cultures francophones et du dialogue des cultures. Donc nous sommes très heureux ce soir de faire résonner ces missions avec vous tous. Et merci à tous nos partenaires, donc l'Institut français, Frédéric Jagu qui est aux manettes de la plateforme Livestorm que nous utilisons pour ces rencontres, et à la Fondation Alliance française. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne soirée et je laisse la parole à Patricia Guérin. Bonjour à toutes et à tous. Donc tout d'abord, au nom du comité d'entreprise de la RATP, je tiens à vous souhaiter une très belle année 2021. Nous vous souhaitons le bonheur, la joie, la santé et plein de réussite dans tous vos projets. Nous sommes très heureux donc de vous accueillir ce soir si nombreux pour ce premier rendez-vous effectivement culturel de l'année en compagnie de la chaleureuse et talentueuse Olivia Ruiz. Alors bien sûr, on la connaît pour ses qualités de chanteuse, interprète, compositrice ou encore actrice, mais on la connaissait peut-être moins en tant qu'auteure. Donc elle a justement, il y a quelques mois, édité un fabuleux livre roman sur trois générations de femmes. C'est un livre qui se lit d'une seule traite. Il est passionnant, il est romanesque et il nous donne aussi à réfléchir sur soi, sur sa propre famille. Alors si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à acheter son livre, il est dans toutes les bonnes librairies et puis vous l'avez aussi sur la plateforme Culture Tech. Voilà. Alors Olivia Ruiz est sollicitée dans beaucoup de médias et c'est donc ce soir une réelle joie de la voir parmi nous ce soir. Et puis cette rencontre n'aurait pas pu avoir lieu sans l'aide précieuse donc de Vincent Eudoline des éditions Lattès. Et ce soir, la soirée sera animée par ma collègue Nicole Robert, donc qui est médiathécaire au CE de la RATP. Voilà, alors quelques petits conseils avant de commencer la soirée pour utiliser du coup la plateforme Livestorm. Donc, vous disposez d'un onglet chat à droite de votre écran qui vous permet de réagir et qui peut être utilisé par exemple si vous rencontrez un problème technique. Notre équipe essaiera de vous répondre au mieux. Pour poser des questions à notre invité, vous disposez d'un onglet questions à droite du chat. Vous pouvez également voter pour les questions qui vous intéressent ou que vous souhaiteriez voir posées à notre invité à la fin de la rencontre. Donc, n'hésitez pas. Et puis, pour plus de confort d'écoute, vous pouvez désactiver les notifications en cliquant sur la petite cloche à droite de votre écran. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée en compagnie de Nicole Robert et bien sûr d'Olivia Ruiz. Merci à vous. Eh bien, bonsoir Olivia Ruiz. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et puis, comme mes collègues également, donc c'est le moment de vous souhaiter une très belle année 2021, oui. Ainsi qu'à votre petit garçon. Merci beaucoup. Belle année à tous ceux qui sont avec nous et puis à vous, bien sûr. Merci. Donc, je suis vraiment ravie de vous rencontrer aujourd'hui.
à l'Alliance française que je remercie et dans le cadre du partenariat donc, qui a été instauré avec le comité d'entreprise. Et voilà, qui êtes-vous, Olivia Ruiz? Voilà, cette question peut paraître peut-être Olivia Ruiz? Elle est dure cette question. Inconvenante, mais pas du tout. Parce que je me suis donc allègrement et avec passion donc plongée dans votre biographie et j'ai découvert eh bien, une artiste aux multiples facettes, aussi bien dans le domaine donc, de la chanson, de la musique, mais également donc, du cinéma. Comme l'a dit Patricia Guérin, donc vous êtes auteure, compositrice, interprète, actrice, réalisatrice. Alors c'est vraiment étonnant et bravo. Merci. Bon, alors réalisatrice, toute proportion réalisatrice, mais c'était quand même 2 courts-métrages. Oui, mais c'est déjà bien, ça prouve votre engagement, votre envie d'agir et votre curiosité. Oui, c'est vrai. Alors, tout commence donc par la musique. Vous êtes né à Carcassonne et dès votre plus jeune âge, vous baignez dans la musique. Votre père Didier Blanc était musicien et chanteur. Dès l'âge de 15 ans, vous vous investissez, donc je reprends dans la musique, mais vous prenez également des cours de théâtre et de danse et vous formez un groupe de rock avec des amis que vous nommez ce groupe Five. Puis, avec Franck Marty, accordéoniste et guitariste, originaire de Narbonne, vous présentez un répertoire dans les bars où vous interprétez les chansons de Fréhel, Montand, Bécaud et des standards espagnols. Vous chantez... Au milieu de ça, il y avait du Noir Désir et des Têtes Raides aussi. Oui, il y avait du Noir Désir et des Têtes Raides. Mais du coup, on voit déjà votre passion, on voit déjà donc votre envie. Oui, j'aime les choses qui racontent la rue. Aujourd'hui, j'ai des affinités avec le street art parce qu'on est dans cet art de rue. Au même titre qu'à 14 ans, j'étais fascinée par les gens du cirque ou par les déambulations. Il y a quelque chose de très fort parce qu'on est justement tout près de la fragilité des gens et le côté éphémère amène quelque chose de précieux, rend sa préciosité oui, à l'art. C'est ce qu'on va voir également dans votre livre. Donc, et après, donc, je passe, vous chantez aussi bien évidemment avec votre papa, avec le répertoire français donc, et espagnol. Oui, ça n'a pas duré très longtemps parce que très vite je suis venue à Paris, mais pendant quelques mois on avait... Voilà, donc ça devait être émouvant en fait de chanter donc, avec son père, mais... Très émouvant, mais on se marre beaucoup parce qu'on est des Méditerranéens, hein, donc avec tout ce que ça comporte, on n'est pas dans une platitude, on est plutôt dans quelque chose d'assez vous êtes réactif, vivant. Vous êtes vivant. Voilà, mais c'était autant la bagarre parce qu'à 20 ans, il me casse les pieds. Dès que je me plantais pendant une répétition dans un morceau, parce que j'avais, je sais pas, mon esprit était attiré ailleurs. Oui. Il fallait que je la recommence du début, même si je la maîtrisais. Ça a été autant des moments très forts en émotion et en partage que des moments de fight aussi classiques entre un père et une fille. Oui. Surtout quand la fusion est là. Oui, c'est ça. Mais bon, c'était des moments donc agréables en même temps. Bien je sûr, pense pas bien vous l'aurez pas. Et tout ce que j'ai appris. D'abord, ma vocation vient de lui et du fait de l'avoir vu chanter, partir en tournée, vibrer en exerçant sa passion. Et c'est lui qui m'a appris toutes les bases. Il me répétait tout le temps, non, il ne faudra pas que tu fasses de la musique parce que tu vois bien que ce côté hyper aléatoire, ne pas savoir de quoi demain sera fait, c'est une galère, je ne veux pas que tu vives ça. Et en même temps, dès que je chantais et qu'il m'entendait, il me corrigeait. Donc il était quelque part dans ce truc oui, il avait peur qui a très vous, mal fonctionné. Oui. Voilà, mais alors vous avez vu le résultat. Oui, super. Oui, mais en ayant un père dans la musique, oui, après. Et votre frère est aussi donc dans la
enfin dans une le rap, partie dans le rap aussi, donc c'est général, enfin voilà, oui. Oui, je crois qu'il y a... C'est ancré. Voilà, il y a quelque chose, il y a ancré. une sensibilité en tout cas qui est commune dans la famille Et puis vous avez sûrement arts. un épanouissement aussi dans votre famille, enfin vous avez une entente qui permet aussi cette réalisation. Ah mais bien sûr, on est extrêmement liés. Liés, Voilà, ça c'est sûr qu'il y a un lien qui est très fort et magnifique. Ben oui, parce que c'est pas dans toutes les toutes les familles. Mais c'est peut-être pas dans toutes les familles qu'on se remue autant que nous les uns les autres. Oui, mais vous avez vos origines espagnoles aussi. Mais voilà, normal, on met tout sur le dos des origines espagnoles. On met tout le dos. Mais c'est très bien, c'est très très bien. C'est peut-être exagéré. Mais non, c'est vrai, vous avez raison, je fais pareil. Alors peut-être, donc on va continuer. Bon, alors juste en 2001, en fait, vous êtes découverte par le grand public. Qui fait votre connaissance grâce à votre participation à la Star Academy. Et vous signez avec la maison de disques Universal. Mais vos succès, en fait, ils vont être retentissants grâce à l'invention de votre propre univers. C'est vrai parce que c'est pas la Star Academy, c'est parce que vous recherchez. Non. On le sent quand on écoute vos disques. Non. C'est pas, vous avez un univers poétique à vous, et c'est ça que... C'est un hasard un peu qui m'amène là de la vie, et puis, mais aujourd'hui j'ai pas de regrets parce que je sais que je dois beaucoup au fait d'avoir eu accès à des maisons de disques, des producteurs de spectacles, mais c'est vrai qu'à l'époque, clairement, même moi, quand je comprends où je suis, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce que je fais là ? Je peux pas chanter la musique que j'aime, je suis assez frustrée. Et en même temps, quand je sors, toutes ces personnes, tous les artistes qui avaient dit « Oh mon Dieu, ce phénomène est atroce », comme Juliette, comme Néry, comme, je sais pas, les Têtes Raides, m'ouvrent leurs portes et acceptent de m'écrire des chansons. Mais c'est vrai que sur ce premier album, mon univers n'est pas encore là. J'ai la volonté d'écrire, et j'écris d'ailleurs déjà mes propres chansons, mais j'ai encore la fébrilité de les présenter au public. Ça se passe au moment de La Femme Chocolat. Voilà, alors c'est ça, il y a J'aime pas l'amour, et puis après La Femme Chocolat, donc qui fait un carton dans les bacs. Donc on va peut-être avancer pour arriver, voilà, donc juste vous avez plus de 20 ans de carrière derrière vous, vous avez publié... médiatiquement, médiatiquement, plus de 2 millions d'albums, reçu de nombreuses récompenses, donc 4 victoires de la musique, et vous voilà aujourd'hui en tant que romancière. Bon, avec donc cette commode au tiroir de couleurs, paru aux éditions Lattès en juin 2020. Il devait paraître avant, mais faute au Covid, voilà, on peut le dire, donc en juin 2020. Ça aussi, on met tout sur le Covid, on a bien raison, ça fait du bien. Alors, je rappelle que ce livre est empruntable et disponible en numérique sur la plateforme numérique Culture Tech, qui est à la bibliothèque numérique de l'Institut français. Alors, comme disait donc Patricia Guérin, c'est vrai, moi j'ai lu votre livre 2 fois. Ah, carrément. J'ai vu votre livre 2 fois parce que si on veut tout détailler, tout bien suivre, donc il y a 2 histoires, on va en reparler. Je me suis fait des fiches sur chaque personnage parce qu'on peut faire un arbre généalogique. J'ai suivi tout leur parcours, leurs réactions, leurs envies, leurs mécontentements. Et c'est pour ça que je l'ai relu 2 fois, parce que j'ai voulu bien approfondir. Parce qu'il m'a touchée, il est émouvant, il est donc passionnant, et puis il est lumineux. Il n'est pas triste du tout, en fait. Non, j'ai essayé de... C'est une histoire, alors elle a en même temps des côtés tristes, mais non. Et alors donc, on le lâche pas. C'est une succession de tragédies, mais qui sont portées par des résilientes pour la plupart, mais qui ne lâchent pas, enfin qui sont volontaires. Elles sont comme vous.
J'aimerais bien. Parfois, j'avais beaucoup de plaisir à écrire parce que justement, je leur donnais toutes ces qualités qui me manquent et que je pouvais presque m'attribuer en me mettant dans leur peau, ce qui était assez sympa à faire. Mais je suis probablement moins courageuse et de toute façon, je n'ai jamais eu à affronter, les mêmes, un dixième de leur tragédie, dont la plus grande, le déchirement de devoir quitter le pays qui est le nôtre et qu'on aime. Parce que en quelques mots, en fait, l'histoire, elle démarre avec la mort de la grand-mère, Abuela, qui s'appelle Rita Montpessan Carabéan. Voilà. Et sa petite fille hérite donc d'une commode à 10 tiroirs qui la fascine depuis qu'elle est toute petite, mais elle n'avait pas le droit d'ouvrir les tiroirs et dedans, il y a des tas de choses. On les découvre dans les chapitres de votre livre. Chaque chapitre correspond donc à des petites choses qu'on trouve dans les tiroirs et puis, des secrets. Mais c'est surtout que cette grand-mère a fait don de cette commode comme un dernier petit tour, puisque c'est à sa mort que sa petite fille, après l'avoir enterrée et rentrant le cœur lourd à Paris, ouvre la porte de son appartement et trouve cette commode. Et c'est le plus beau des cadeaux quand on perd quelqu'un qu'on aime. Enfin, moi, j'aurais tellement aimé qu'on me fasse un tel cadeau que du coup, je l'ai rêvé et écrit. Quand on a perdu quelqu'un qu'on aime et qu'on n'a pas encore récolté tous les éléments de son histoire, de ses peines, de ceux qui auraient pu l'alléger, c'est vrai qu'on a envie qu'il nous reste quelque chose. Et là, cette jeune femme ouvre la porte de son appartement, elle est terrassée par le chagrin, et là, la commode. Et elle va en ouvrir les tiroirs pendant une nuit. Voilà, c'est ça. Et en plus, une commode aux couleurs. Parce que vous la décrivez un peu plus loin dans votre livre, page 178, mais je ne sais pas si... Oui, elle est grosse, elle enchaîne massif, elle est un être à part entière, finalement, cette commode. Toutes les tiroirs sont bien faits avec des petites clés. Bien sûr, avec donc, il y a toute cette des angles renforcés. Voilà, des angles renforcés. Donc, c'est quand même un objet sentimental, un objet de valeur pour cette petite fille, voilà, qui la récupère. C'est surtout que... Et porteuse. Elle sent qu'il y a quelque chose comme tous les enfants, on nous dit ne mettez pas la main là, on a envie d'aller mettre la main là. Donc le fait que cette grand-mère poussait des cris suraigus dès que les gamins s'en approchaient pour essayer d'ouvrir, a fait que le fantasme a grandi pendant toute la vie de cette femme et que là, elle ne l'attend même plus au moment où elle est tellement dans son chagrin que voilà, je trouvais que c'était une jolie idée. Alors, vous mêlez aussi, alors de façon avec finesse et habileté, en fait, vous nous contez deux histoires. Parce que vous nous contez donc l'histoire familiale avec ces hommes, l'histoire de la vie de Rita, avec et puis de l'autre côté, on peut dire, je sais pas, j'ai dit l'histoire, ce qui se passe donc en Espagne. En fait, elles ont quitté, ça démarre de là, la vie d'Abuela, elle commence ici, elle commence quitte, pendant l'exode des républicains espagnols de 1930. Et vous parlez donc justement des Espagnols républicains donc qui vont quitter leur pays, et c'est un déracinement pour eux, et comment ils vont être acceptés en France et comment on va les juger, alors qu'en fait, c'est pas... se construire avec et comment ils vont se construire. Bien sûr. Et là, vous insistez, je ne sais pas, c'est moi qui le dis, le nombre de kilomètres qu'elles font à pied pour arriver donc dans les Pyrénées et dans ce camp à Argelès où ils séparent donc les hommes, les femmes. Ça, c'était aux frontières. C'est horrible. Et puis il existe quelques images qui sont extrêmement violentes à regarder, et elles le sont en ce qui me concerne, pas seulement parce que c'est mon histoire familiale, elles le sont parce que le fait de me dire aujourd'hui on accueille on accueille terrifiante les des migrants. Tout ça, dans quelles conditions, la jungle de Calais, quelle est la répercussion? Tant de gens n'imaginent pas à quel point déjà un déracinement ressemble à une amputation, et à quel point le fait en plus d'avoir une espèce de deuxième couche qui est le rejet de cette différence fracasse des destins pour toujours et des générations.
Et aujourd'hui, l'histoire n'a retenu aucun Rien, oui. Rien de cet épisode et des nombreux épisodes de vagues migratoires forcées. Oui, et vous dites alors même à un moment que les personnes, les bourreaux en quelque sorte, ils n'ont même pas été condamnés. Donc en Espagne, voilà. Une réalité, puisque une amnistie a été déclarée. Donc c'est un devoir là, enfin vous l'avez conçu comme un devoir de mémoire d'expliquer donc dans ce roman ce qui s'était passé donc. Oui, parce que moi je sens cette Espagne qui est en moi totalement. Et on m'a privé de son histoire, on m'a même privé de sa langue, on m'a privé de mon histoire. Parce que j'analyse que le chagrin était trop immense pour en parler, en capacité d'assassiner le silence. Mais du coup, moi, je ressentais quand même la nécessité de dire. De dire. Oui, avec une forme romanesque, parce que je n'ai pas les clés de ma propre histoire. Oui, mais c'est ça. Mon fantasme aurait été d'écrire l'histoire de ma propre famille. La commode vient pallier une frustration immense. Du coup, vous allez l'écrire pour votre fils. Vous allez continuer, ou peut-être votre famille, voilà, votre frère. J'ai fait fabriquer une commode. Ah bah voilà, oui, je voulais. Vous faites fabriquer une commode. Parce que j'avais pas de chêne massif parmi les copains artisans. Et que je vais remplir pour mon fils, oui. Évidemment, dans le premier tiroir, il y aura la commode. Et puis je lui dirai que cette histoire est la sienne, mais que que les bouches sont restées cousues. Oui, les bouches, c'est pour ça que vous faites votre spectacle. Mais là, dans les deux, par rapport à ces deux histoires que je vous ai présentées, que vous avez écrites, il y a Volver, votre spectacle Volver. Alors Volver, non. Il reprend pas la comédie. C'était un spectacle qui était une tragédie musicale que j'avais écrite avec Jean-Claude Galota à la chorégraphie, qu'on a créée pour la Biennale de la danse de Lyon et ensuite le Palais de Chaillot, qui a fait une petite tournée et qui s'est ensuite arrêté. Mais j'ai ça ne reprenait pas. C'était un peu... il y avait quand même... c'était une sorte de brouillon de la commode, sans le savoir à l'époque. Ah oui, d'accord. Puisqu'on suit une immigrée d'accord. Qui va perdre l'homme qu'elle aime, mais c'est quand même... Mais c'est pas... Voilà. C'est quand même assez différent. C'est plus bouche cousue, enfin on en reparlera donc après de vos projets. Alors, dans votre livre, oui, donc c'est l'histoire familiale avec ces hommes et les hommes et les femmes. Il y a plusieurs personnages. Alors, on en a parlé. Pour moi, la commode, c'est comme un personnage. C'est un personnage à part entière, avec le rôle qu'elle joue. Pour moi, c'est un personnage. Et alors, donc, il y a tous ces portraits donc, de femmes. Alors, ces portraits de femmes, ils sont remarquables, ils sont attachants. Que ce soit Rita, oui, Rita, elle porte tout. Elle a une... c'est sûr qu'avec tout ce qui lui arrive, elle a une force de caractère. Et en même temps, j'ai trouvé, on en parlait un petit peu avant la présentation, elle veut garder sa liberté, elle veut déjà être affranchie, puisqu'elle va quand même quitter, elle va avoir deux enfants. Elle est en colère. Elle est en colère. Mais elle est en colère, on le voit au début par rapport à sa sœur Léonore, mais je pense qu'elle est en colère par rapport à ce qu'elle vit, mais par rapport à son caractère aussi, et qu'elle a envie. Elle veut pas être cuisinière, couturière, ménagère. Elle veut bien être espagnol. Elle veut rêver elle veut autre chose. Il y a effectivement cet épisode où elles arrivent toutes les trois sœurs pour la première fois en France dans un immeuble. Et il est beau cet immeuble, il est vivant. Il est vivant cet immeuble. Leur dit vous savez coudre, et alors elles se regardent toutes les trois, genre mais qu'est-ce qu'elle est con celle-là, évidemment. Quelle nana, quelle jeune femme en 1939. Ne sait pas. Évidemment, notre maman nous a appris les trois choses rudimentaires pour trouver un mari. Oui, mais c'était pour trouver un mari. Mais bien sûr, oui. Voilà, mais parce que c'était l'époque. Et bien alors justement, elle est en avance sur son époque, puisqu'elle, avec tout ce qu'elle a, tout son parcours, elle est quand même, elle veut une liberté. Ah, par contre, ça, c'est sûr elle a trop subi pour ne plus être maître de son destin, même quand c'est dans l'acceptation de choses
qui correspondent pas vraiment à ses rêves et ses souhaits. Voilà. Et il y a aussi, mais moi j'ai bien aimé Madrina. Parce que Madrina, elle va prendre en charge ses enfants. Et elle a compris, oui, d'accord, elle les fait travailler quand même. Oui, je sais elle va à l'école. Madrina est double. Elle est double. Madrina oui, d'accord, elle est double. Voilà. Mais on a une séquence. D'ailleurs, votre livre pourrait être mis en film. On a une séquence, on les voit, voilà. Les cheveux. Ah oui, moi ça m'a émue de voir. Moi j'étais émue en l'écrivant. Qui sont perdues, enfin qu'elles sont livrées à elles-mêmes, parce que si on compte, elle a 6 ans, donc c'est 3 sœurs qui arrivent en France et qui n'ont plus de parents. Voilà. 6 ans. 6 ans, 10 ans. 10 ans et 16 ans. Sans parents. Et effectivement, elle raconte que la façon de retrouver leur maman. Elles se mettent les unes derrière les autres. En file indienne pour chacune coiffer leurs cheveux. Chacune coiffée. Et Madrina devine que la grande sœur n'a personne derrière elle. Et sans dire un mot, j'ai trouvé ça rajouter. Très beau. Très émouvant. Moi, j'ai pleuré en l'écrivant cette séquence parce que pareil, on fantasme, on écrit des choses qu'on aimerait vivre ou qui nous touchent aussi. Oui, ça c'est vraiment voilà. Enfin moi, ça m'a beaucoup touchée. Et puis finalement, cette Madrina, elle aide quand même tout le monde. Oui. Elle est peut-être, elle est un peu, peut-être elle connaît son business, mais elle connaît son business. Voilà, c'est ça, surtout. Elle les accueille pas pour la beauté du geste, non. Elle les accueille parce qu'elle a besoin de besoin aller de déjeuner, donc dans déjeuner-dîner dans cet immeuble, c'est elle qui règle. Mais elle va finir. Elle est un peu tenancière. Tout à fait, mais elle tombera sous le charme quand même. Elle est aussi un cœur. Oui, elle a aussi un cœur puisqu'elle va aider. C'est taulière. Oui, voilà, c'est taulière. On peut dire. Et maintenant, vos personnages masculins. Alors moi, j'ai trouvé que vos personnages masculins, ils ont moins de poids. Ils ont moins de poids que... Je trouve qu'ils ont un peu moins de poids. J'ai essayé d'être très réaliste. Ils ont un peu moins de poids. Ils sont plus... Vincent, ils sont plus palos. Je suis désolée. Désolée, ils sont plus palos. Mais dans la vie, quand même, c'est plus facile de naître, d'arriver sur Terre en étant un garçon qu'arriver sur Terre en étant une fille. Alors en 2020, déjà, mais alors en 39, 30 fois pire. Donc forcément, faire les mêmes choses à des garçons. Et si j'avais fait faire la même chose à 3 garçons, les difficultés n'auraient pas été les mêmes. Elles n'auraient pas été les mêmes. C'est pas du tout du féminisme. C'est féministe, mais c'est lucide, quoi. Aussi. C'est lucide. Alors il y a Raphaël. Raphaël, c'est l'amoureux donc de Rita. Donc elle le découvre parce que Rita, elle veut sa liberté, mais elle veut devenir française. Elle va changer de. Elle pense à un moment donné de sa vie que la seule façon d'être libre et de vivre et de renoncer à son identité. Mais ça aussi, je me suis amusée à l'écrire parce que qui peut décider d'être... Elle se lève un matin, en gros, et puis c'est aujourd'hui, je suis plus espagnole. Il y avait une forme de drôlerie, il y avait quelque chose quand même de tellement immature dans le fait de penser qu'en un claquement de doigts, elle allait pouvoir renier son ADN quelque part. Oui, mais c'était peut-être aussi pour se faire accepter. Mais voilà, complètement. Voilà. Pour vivre normalement, pour se sentir chez elle et pour se sentir comme les autres. Alors, comment Raphaël, lui, il est trop, je vous disais. Il est trop tout. Il est trop tout. Trop viril, trop beau, trop sûr. Et il y a son mari. Donc elle va se marier avec André. Alors André, lui, je dirais, il est plutôt fondateur, si je peux m'exprimer ainsi, fondateur de famille. Il va élever donc l'enfant donc de Rita, qui est l'enfant donc de Raphaël, parce que Raphaël va mourir. Alors il ne faut pas trop leur en dire, parce que sinon après quand ils vont être déçus, ils sauront tout. Bon, alors, donc, je crois que vous utilisez les deux hommes aussi pour parler de la relation amoureuse. Exactement. Voilà. Alors on est sur n'en dira pas une plus. Passion et quelque chose d'assez déraisonné, et de l'autre côté quelque chose qui est une représentation d'une stabilité qui ne s'avère pas du tout en être une, et
et la remettre à nouveau dans un combat. Rita, pour moi, est née pour combattre quelque part, parce qu'elle a cette force. Mais peut-être que si elle n'avait plus ça, elle n'aurait plus il y aurait plus de sens au fait qu'elle existe. Voilà. Oui, c'est ça qui l'a fait vivre. Mais oui. Et quelque part, c'est aussi une façon de dire qu'on est tous aussi assoiffés de liberté qu'on puisse l'être. On se retrouve toujours confronté au renoncement à un moment ou à un autre. Et ce renoncement peut paraître violent et éloigné de cette liberté, mais parfois c'est aussi un chemin pour y accéder, un peu plus long, mais pour y accéder d'une façon plus certaine. Et j'aime à imaginer tout ce qui se passe pendant les années café et qui sont elliptiques et me dire que Rita avait une autre vie qui n'est pas dans la commode, mais qu'on ne connaît qu'un morceau de Rita dans la commode. J'aime imaginer qu'elle avait plein d'amants. Voilà. Et à des moments du récit, je me disais, bon, ça, je vais pas le mettre parce que je vais encore me faire engueuler par les éditrices qui vont dire, allez, encore un roman dans le roman, elle nous en sort. Il y a encore un tiroir. Oui, mais voilà. On n'a pas de difficulté à suivre ça se lit très bien. Mais du coup, moi, je lui aurais bien prêté de petits sas de décompression. Voilà. Oui, d'accord. Oui, pour que ça soit moins dur. Et puis voilà. De toute façon, je suis sûre qu'elle en a eu plein. Et les lieux ont aussi leur importance. Les lieux, pour le coup, c'est peut-être la seule partie autobiographique. Cet immeuble existe, c'est un immeuble, alors pas celui-là, mais dans le quartier gitan de Narbonne, ma grand-tante Madrine vivait dans un immeuble, elle faisait de la couture. J'ai des anecdotes de copines qui me disent, oh là là, quand on allait chez sa grand-tante, moi j'y allais très peu, mais certaines étaient copines avec ses petites filles. Elles me disaient, oh là là, on avait le droit que de parler en espagnol. Mes grands-mères n'étaient pas du tout comme ça. Alors il fallait arriver en disant, Buenas tardes, señora Hurtado, même si on ne le disait pas. Et c'était un truc, donc je ne l'ai pas hyper bien connue, cette grand-tante, mais bon, j'ai quand même piqué son nom, même s'il n'a rien à voir avec Madrine. Et je m'en suis... j'ai extrapolé derrière cette femme que j'ai vue que quelques fois dans ma vie, dans son immeuble dans le quartier gitan, ce qu'il y aurait pu y avoir. D'accord. Et il y a également la communauté à Toulouse. Alors, est-ce que ça existe, la communauté à Toulouse? Est-ce qu'elle existe? Ah non, je pense pas. Je pensais beaucoup au squat de la rue de Rivoli, qui est un des premiers endroits que j'ai visité quand je suis arrivée à Paris. Oui. Et du coup, je me suis inspirée de ça. On parle beaucoup de lieux où se retrouver, tant les Juifs allemands que les Italiens, les Espagnols, et où s'organiser... des artistes. Et où s'organiser aussi une forme de résistance et un lien, une résistance internationale sous couvert d'un lieu artistique ou autre. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'idée... De créer cet immeuble, ce second immeuble, puisque là, c'était là où vivait où vit Raphaël. On peut dire ici. Et le café de Marseillette. Alors là, c'est autobiographique. Alors, le café de Marseillette. Pas ce qui se passe à l'intérieur. J'aimerais tellement avoir pu voir ça. Les Espagnols, les Portugais, les Arabes, tous bras dessus, bras dessous, en train de ne pas se comprendre dans un langage. Malheureusement, la vie n'est pas aussi simple, mais ça fait du bien de l'écrire, de se dire que ça aurait pu exister. Mais donc, ce café de Marseillette, c'est un bar, restaurant, hôtel. À l'époque, moi quand j'ai grandi, c'était pompe à essence, l'auto, tiercé, tabac, presse. C'était l'unique lieu de vie du village. On le voit, je parlais précédemment donc avec vous, le clip donc fait avec votre frère. Oui, le clip de mon frère Swan, on le voit, les couleurs du village. Les couleurs du village, c'est vivant, c'est complète. C'est ça. Ça pourrait être effectivement le chapitre du café qui serait illustré par ce clip, c'est vrai. Je l'ai regardé donc samedi, mais je me suis dit, mais ça c'est tout à fait ça, c'est exactement pareil, ce qu'on ressent. J'ai adoré mon enfance, j'ai adoré grandir en communauté. Je suis sûre que ça a aussi dicté ma vie de saltimbanque et le fait d'émettre chef de bande ensuite. Il y avait tout le temps des étrangers, parce qu'il y a le canal du Midi qui passe à quelques centaines de mètres. Non, c'était une enfance suffisamment atypique et
est belle pour qu'elle m'inspire encore quelques années. Elle est déjà à l'origine de la chanson Je traîne des pieds. Oui, la voilà ça. aussi à l'origine d'un chapitre du livre. Donc, je crois que j'en ai pas fini avec ce café. Oui, c'est ça. Et alors, maintenant, donc, mais je pense que... Est-ce que c'est un livre autobiographique? Non. Non. Voilà, c'est ce que... Non, mais... Non, mais... Mais les vous avez lieux, pris de vos grands-parents... enfin, ça démarre... non. Pas vraiment. Non, ni les personnalités, ni les caractères, des petites choses de langage. Par exemple, le passage de la modernité. Parfois, Rita, tout d'un coup, elle a un langage hyper moderne. Ma grand-mère, Rita, fait ça parfois. Tout d'un coup, elle va faire une phrase hyper avec son français parfait. Donc, puisqu'il fallait être plus parfait que les Français, ça, je sais que ça a été son cas. Elle va faire une super phrase. Et puis, tout d'un coup, au milieu, elle va glisser un mot en espagnol. Et puis, juste après, elle va sortir un mot de jeune. Parce qu'elle va nous avoir entendu, nous les jeunes, la dire. On sent qu'il a fallu s'adapter dès la petite enfance. Parce qu'il y a ce truc d'être une éponge à langage aussi. Elle entend un truc à la télé un peu branché, puis nous, tout d'un coup, elle va nous sortir un truc. Elle est très surprenante de ce point de vue-là. Et du coup, c'est vrai que je me suis amusée à donner ça à la Rita du livre, même si ça n'a rien. Elles sont très différentes, voire opposées, mais elles ont des petites choses comme ça. Et c'est pour ça. Alors aussi, donc vous mettez beaucoup de mots espagnols de temps en temps donc, dans votre livre. Donc ça c'est par rapport à vos racines ou parce que vous aviez envie. C'est parce que j'ai remarqué que souvent c'était quelque chose de récurrent. Ça me semblait donner de la vérité. De la vérité. Voilà, parce que souvent les immigrés qui sont là depuis longtemps vont avoir tout d'un coup un mot qui s'échappe. Voilà. Et en vieillissant, et notamment mon grand-père maternel qui est mort de la maladie d'Alzheimer, a réintégré l'espagnol, alors que c'était le premier à dire du mal des communautés, à dire qu'il n'était pas espagnol, à jamais avoir voulu y revenir. Pedro Carreras en fait difficilement plus espagnol. Et voilà, et c'est peut-être quelque chose qui a fait du sens aussi, qui a rajouté du sens à tout ça. Aussi. Une question donc qui s'impose, Comment passer de la composition d'une chanson à l'écriture d'un roman? Est-ce que c'est facile? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, comme j'écris beaucoup pour faire une chanson, j'écris pas mal de pages pour juste poser mes personnages. En général, je me pose toutes les questions. Est-ce que la fille de ma chanson, Les crêpes aux champignons, alors est-ce qu'elle a tué son mec? Est-ce qu'elle dit ça pour ça? Comment elle l'appellerait si elle devait le faire revenir? Et puis si elle était complètement folle, qu'est-ce qu'elle fume? Qu'est-ce qu'elle mange le matin? Quels sont ses amis? Est-ce qu'elle a des amis? Et donc tout ça, je le couche jusqu'à un moment donné, hop, ça on s'en fiche, c'est pas crucial. Hop, si elle fait ça, ça raconte vraiment tout un pan de ce qu'elle est. Alors je vais garder ça. Donc en fait, c'est juste pareil, sauf qu'on élague un peu moins, quoi. Et du coup, on peut laisser aller le flow. Vous n'êtes pas limité. Illimité. Ça, c'est super, très franchement, parce que parfois, on va jeter un couplet entier d'une chanson en se disant c'est bête parce que ça rajoute une lecture, ça, et puis on regarde le timing, on se dit, elle fait déjà 5 minutes, c'est compliqué. Voilà. Donc c'est comme ça. Du coup, je te fais regarder le timing. Oui. Et quand à quel moment vous écrivez? Du coup, vous avez des moments précis ou... Non. Là, je suis un peu embêtée parce que j'aime bien avoir de la vie autour. Avoir du bruit, du bruit en fait, pas de la musique. J'aime, dès que je bug chez moi parce que j'arrive plus, je sors, je me mets une terrasse de café. Alors il pourrait y avoir le Père Noël qui s'assied en face de moi, je ne le verrai pas. Mais je sens la vie autour, je sens les vibrations, j'entends des sons, j'entends des voix d'enfants. Et tout d'un coup, j'arrive à me remettre dans l'écriture. Alors là, autant vous dire que c'est... voilà. Alors vous allez écrire un autre roman. Je ne sais pas si... La façon dont vous dites... Mais ouais, sauf que du coup, là, c'est vrai que quand je bug, je me suis tout doucement mise à jeter des choses pour un deuxième.
Et sauf que là, vous pour avez la aller fibre. chercher de la vie dehors, et se poser à une terrasse de café pour regarder un peu, parfois je regarde les gens, j'arrive plus, je lève la tête, et puis je vais voir une façon de nouer son foulard qui va me faire me dire, mais voilà pourquoi Rita, elle le mettrait comme ça aussi, parce que si elle le met comme ça raconte quand même que, et voilà, et puis ça repart, allez, et puis ben là, peut-être vous allez me trouver un petit coin à l'Alliance française où je vais pouvoir écrire pas loin de la vie. Alors, vos projets, donc, c'est un prochain J'en ai roman. deux qui sont motivés. C'est un prochain roman, oui. Oui ou pas, enfin, j'ai ce spectacle Bouche cousue que j'aimerais Oui, Bouche beaucoup cousue, jouer bah oui, avant Bouche parce que cousue, c'est ça. un beau projet et, sur c'est le ça. silence, la résilience, l'héritage, sur l'autre, pour rappeler aux gens que l'autre c'est quand même toi. Et voilà, ça fait bête à raconter comme ça, c'est un vrai voyage poétique à base de citations, mais voilà la bienveillance, l'importance du collectif, le lien. Le lien, qui est important donc en ce moment. Plus que jamais, oui. Est-ce que vous voulez nous lire un petit passage puisqu'on va bientôt Bien terminer, sûr, puisque avec nous allons plaisir. avoir les questions. Alors, voilà. Quoi Ah ben comme vous voulez. Ah, mais ça me- Bah, Tout me va. Eh ben à Abuela. Ok. Abuela est le ciment de notre famille. On va terminer par Abuela. L'abuela a été le ciment de notre famille. Certains diraient que nous couler tous ensemble dans un bloc de béton au café de Marseillette n'était pas un cadeau à nous faire. L'abuela, de toute façon, si elle a décidé que quelque chose est bon pour toi, tu n'as aucune marge de manœuvre. Autant se faire une raison. Je reluque la commode du coin de l'œil. J'aperçois une enveloppe au fond du tiroir rose. Je reconnais l'écriture appliquée de ma grand-mère. Et s'il y en avait d'autres? Je commence à comprendre. Il va falloir y aller maintenant. Attaquer par le premier tiroir, quitte à ne plus lâcher jusqu'au petit matin. J'ai retourné le vinyle de Morricone. Je me suis assise devant la commode au tiroir de couleur. À nous deux maintenant, Abuela. Surprends-moi. Encore. Une dernière C'était ça. question. Quel est votre livre préféré? C'est une question piège. Ah ouais, ça c'est dur. Hein. Alors, Quels sont mes alors. 40 livres préférés? Non, alors je Non. pense à un parce qu'il est parti il y a très peu de temps et à un très jeune âge, c'est L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Ah oui. Voilà, qui est un voyage. C'est l'histoire, je pense que tout le monde connaît ce livre, beaucoup Oui. d'entre nous, mais voilà, on est encore dans une histoire de transmission, puisque c'est un papa qui fait partie d'une confrérie de libraires, qui va autoriser son fils pour son anniversaire à entrer dans le cimetière des livres oubliés, un immense endroit rempli de livres. Et quand quelqu'un est autorisé à y entrer, il doit choisir un livre, le comprendre et le défendre jusqu'au bout de sa vie. Et le fils de ce libraire va en choisir un et il va se passer des choses incroyables, le tout dans le quartier gothique de Barcelone. À des moments, on ne sait pas s'il s'agit de surnaturel ou juste d'une imagination débordante et d'une intrigue policière. Non, c'est vraiment Un livre que vous Un conseillez, que voyage. vous offrirez. qui se lit comme ça, que j'ai offert 10 millions de fois, et dont l'auteur est décédé cet été, je crois. Alors maintenant, je vais vous poser donc les questions Ah. donc, des étudiants. Chouette. Alessandra, donc d'Italie, est-ce qu'il y a des souvenirs ou mieux des héritages génétiques dont vous aimeriez vous libérer et comment pouvoir le faire? Eh ben, j'ai envie de te dire par l'écriture, tout simplement, par l'art en général. Moi, je crois en cette théorie qui devient de moins en moins théorique, d'ailleurs, et qui est le fait qu'on a tous dans notre ADN des traces, des traumatismes familiaux. Que ça va au-delà de l'aspect psychologique ou de la forme télépathique ou de celle de la suggestion. Donc oui, je crois qu'il y a des choses qui ne m'appartiennent pas
et notamment un sentiment d'illégitimité assez récurrent, notamment un sentiment d'être rarement à sa juste place, un refus parfois de certaines belles choses, comme si c'était un devoir familial de ne pas aller trop près des étoiles, parce qu'ils n'ont pas eu cette chance, tout ça. Donc il y a un espèce de gros nœud quelque part que je dénoue un peu avec la commode, que je dénoue un peu quand je danse l'Espagne, que je dénoue un peu et qu'une vie ne suffira pas à dénouer, et qui peut-être, sans la présence de ce gros nœud, peut-être que j'aurais rien à raconter et que je serais moins sensible aux personnages moins sensible aux autres. Fragiles, surtout un peu cassés. Alors, Zora du Maroc. Ce roman se compose de 10 tiroirs, de 10 tranches de vie, si j'ose m'exprimer ainsi. Des tranches de vie avec des épreuves tristes, terribles, et de bons moments et de belles rencontres. 2 questions. Dans quel tiroir se trouve le vécu, le réel de ce roman? Songez-vous adapter ce roman à l'écran? Alors, pour ta première question, Zora, du coup, le réel, il se situe dans les lieux. Comme on en parlait tout à l'heure, l'immeuble qui m'a inspiré, l'immeuble de la Commode, existe. Le quartier gitan de Narbonne dont je parle existe. Le café de Marseillette existe. Mais j'ai vraiment essayé 1000 fois de refaire le flanc de ma grand-mère et je n'ai jamais réussi à trouver cette texture si particulière. Mais voilà, ça reste les prénoms sont ceux des membres de ma famille et les noms de famille aussi. Voilà, que j'ai mélangé. Une grand-mère s'appelle Rita Ruiz Montpéane, l'autre Pépita Garé Carreras. J'ai tout croisé, ce qui me permettait de leur rendre hommage, mais voilà, sans prétendre être en train de faire autre chose qu'une fiction. Alors elle demande également, songez-vous adapter ce roman à l'écran? C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Oui, j'adorerais. Moi, c'est parmi mes plus beaux voyages intérieurs, il y a les livres et le cinéma. Peut-être que c'est même avant la musique, je sais pas, ou en tout cas au moins au même niveau. J'adorerais, mais je sais pas encore. Je sais pas. C'est vrai que 9 tiroirs, 9 épisodes d'une série, on peut songer à des choses. Voilà, mais tout ça pour l'instant n'est que dans ma petite caboche. Laetitia de France, bonsoir. Merci beaucoup Olivia pour cette conférence. Le roman est poignant, touchant et délivre beaucoup de secrets. 2 questions. Avez-vous pensé à y ajouter des illustrations pour emporter davantage le lecteur dans ce récit qui décrit si habilement l'itinérance de Abuela? Justement, non. Et d'ailleurs, tu auras peut-être remarqué que certaines choses sont très détaillées, certaines autres pas du tout. Parce que moi, en tant que lectrice, j'ai réfléchi en tant que lectrice là, je n'aime pas du tout qu'on me téléguide. Je n'aime pas du tout qu'on m'impose une image, j'aime pouvoir me la construire moi-même. C'est pour ça que quand par exemple il y a une série, une adaptation de livre en série, je lis toujours le livre avant de regarder la série, parce que je sais que là je vais pouvoir être en pleine possession de ma liberté avant qu'on me fige quelque chose. Oui, moi aussi je suis également d'accord. Voilà, avec mais ton par point de contre vue. en octobre prochain sortira le roman graphique, qui est un tout autre exercice qu'on est en train de faire en ce moment et qui est quelque chose d'assez passionnant à faire. Pour compléter la question de Zora, c'est toujours Laetitia. Pour compléter la question de Zora, pensez-vous à une adaptation au théâtre, seule en scène, avec la commode au centre de celle-ci, en lecture à voix haute? J'adorerais personnellement. Mais Zora, il va falloir Non, c'est Laetitia. Ah, ça c'est Laetitia. Laetitia, il va falloir ouvrir une agence de voyance, parce que j'ai écrit il y a quelque temps un monologue dansé. Qui n'est pas vraiment la commode, mais qui est, on va dire, l'épilogue de la commode, avec un petit voyage furtif dans chacun des tiroirs. Mais il va falloir qu'on nous laisse jouer, parce qu'on commence à avoir pas mal d'avance sur l'écriture de spectacle, là. Oui.
j'en ai deux en boutique et un créé et pas joué. Oui, c'est frustrant. Enfin, c'est démoralisant, oui, parce que on voit pas son travail prendre vie. Voilà. C'est ça. Mais ben, vous avez votre petit garçon. D'ailleurs, c'est sûr que ça la occupe. petite fille de Pas de problème. Abuela, donc Oui. a nommé donc son enfant Nina. C'est en référence à Nino. Hein, bah, évidemment. Là, c'était facile. Alors, Wilfried de France. Est-ce que le confinement, la tension liée à la crise, l'actualité ne peuvent pas être une source d'inspiration pour écrire un autre style de livre que celui qui germait au fond de votre tête? Alors, je suis hyper admirative que ça le soit pour énormément d'entre nous. Mais alors, pour moi, ça ne fonctionne pas du tout. Alors, d'abord, j'ai pas envie d'aller ailleurs que dans la forme romanesque, parce que je crois qu'il ne faut pas non plus commencer. Déjà, je vais essayer d'affiner ce registre-là, et je crois pas... Voilà, si j'étais politologue, j'aurais beaucoup de plaisir à écrire sur notre monde aujourd'hui, mais là, j'avoue que je ne pense pas en avoir ni la capacité, ni la matière, ni l'envie, tout simplement. Pour moi, on est, même si je pense que j'écris toujours d'une façon très réaliste, même dans mes chansons, il y a quand même une part de rêverie et de fantasme qui est là comme une bouffée d'air frais. Donc non, notre réalité aujourd'hui, elle m'inspire pas et elle me donne pas envie d'écrire sur elle. Ça me donne envie d'aller encore plus loin, chercher ce souffle romanesque justement. Oui, c'est ça. Nathalie d'Allemagne, avez-vous, chère Olivia, toujours eu envie d'écrire? Oui. Oui. La commode, c'était une nouvelle qui n'avait rien à voir, mais qui portait le même nom, que j'avais écrite il y a 10 ans. J'ai écrit un petit recueil de nouvelles illustrées par des photos aux éditions textuelles. C'est l'oiseau piment. Voilà. C'est ça, oui, l'oiseau piment. Qui doit plus se trouver, je pense. Mais donc, je l'ai toujours fait. Soit plus personnellement, soit pour des petites choses. Et en jeunesse. Illustré par Benjamin Lacombe aussi. Donc je l'ai toujours fait, j'ai toujours eu du plaisir à ça. Martha Colombie, quel a été le moment qui a déclenché l'écriture du livre? Comment le titre du livre a-t-il été choisi? Merci beaucoup. Alors, le titre du livre a été choisi par mon équipe de travail. Je ne l'aimais pas du tout. Je ne l'aime toujours pas d'ailleurs. Je trouvais qu'il avait un côté hyper girly, un peu do it yourself, ou je ne sais pas trop ce que j'entendais là-dedans. Mais en tout cas, je n'aimais pas du tout. Moi, j'ai juste mis la commode au tiroir de couleur comme nom de dossier pour me souvenir de ce que j'avais écrit. Sauf que j'avais pas mieux. Donc, à un moment donné, les Allemands qui vont éditer le livre ont trouvé un nom que j'adore, mais qui malheureusement ne sonne pas en français. C'est A Whole Life in One Night. Une vie entière en une seule nuit. Mais chez nous, la répétition du seul fonctionne pas. Mais je trouvais que ça faisait beaucoup plus sens que... Et en même temps, 90% des gens ont dit que ce titre était parfait, puisque la commode était un... Donc, je suis obligée de faire toujours profil bas devant mon agente, mon éditrice, ma patronne d'édition, parce que ben voilà, il faut pas... Elles ont eu raison. Oui, le titre correspond très clairement. Correspond très bien. Après le nombre d'exemplaires vendus, je peux plus leur dire il est nul votre titre. Maintenant, je ne peux plus chanter. Non, c'est pas possible. Mais moi, je trouve que oui, le titre, il correspond très bien. Oui, du coup, c'est vrai qu'il correspond. Mais c'est vrai et que on moi, commence dès le départ avec... Mais bon, enfin, ça, c'est vous en tant qu'auteur. Voilà. Vous avez le droit de dire, c'est normal. Non, mais oui. Puis vraiment, je trouve ça tellement plus mature, en fait. Voilà, je sais pas, les tiroirs de couleurs, ça me renvoyait à quelque chose. Certes, il est question d'enfance, mais un tout petit peu. On n'est pas sur une histoire de femme-enfant, on est sur une histoire de femme-femme, quoi. Et c'est ça, les tiroirs de couleurs me semblaient renvoyer à quelque chose d'un peu fleuri, comme ça, d'un peu mignon, qui n'était pas... on peut trouver plein de qualificatifs positifs ou négatifs au roman, mais mignon ou enfantin, c'est pas le sujet. Mais, effectivement, apparemment,
nous ne sommes que quelques cas isolés à ne pas aimer. Alors, Francesco Italie, quand vous verrons-nous pour une tournée à l'étranger, pour présenter ce livre et sa traduction pour des concerts? On a une lecture musicale qui est très jolie, qui est un petit spectacle de 50 minutes avec des lectures et des chansons que j'adorerais jouer en présentant le livre, mais je ne sais pas. Adressez-vous à mon éditeur italien dont je ne me souviens plus du nom, mais voilà, j'adorerais, j'adore Florence, j'adore Rome, j'adore la campagne toscane, j'adorerais venir en Italie présenter mon livre et faire quelques lectures-concerts, mais Dieu seul sait au moment où on se parle, et encore Dieu. Alors, une question de Benjamin Pologne. Vous êtes une Parisienne d'adoption. Que vous manque-t-il de votre région et qu'appréciez-vous dans votre nouvelle ville? Alors, ça fait 20 ans que je suis à Paris, du coup, ça fait un peu, c'est pas trop la nouvelle ville, mais tout me manque. J'ai adoré ma vie à Paris jusqu'à ce que je devienne maman, finalement, tout bêtement. Et puis, depuis la naissance de mon fils, j'ai un profond désir de rentrer parce que d'abord, je trouve ça pas amusant de passer les premières années de sa vie à Paris. Moi, j'ai eu une enfance où je pouvais partir à 5 ans à travers champs, s'inquiétez pas de savoir parce que ça ne risquait rien. Et cette liberté-là, puis tout quoi, le climat, on est dehors tout le temps, on est tout le temps en famille, il y a toujours quelqu'un qui passe, quelque chose. J'aurais aimé que mon fils puisse goûter à cette enfance-là. Par contre, clairement, je me dis, mais quel bonheur ça va être pour lui à l'adolescence, 13-14 ans, d'être à Paris, l'offre culturelle, le fait de pouvoir bouger parce que ça craint pas, parce que voilà, métro, tout est facile, pas besoin d'avoir un scoot ou de faire la conduite accompagnée comme nous pour se tailler le plus vite possible. Donc voilà, c'est vrai que j'aimerais bien, j'aurais aimé ou j'aimerais bien qu'il goûte un petit peu à la légèreté de cette vie-là, alors que là, on sort de la maison, c'est dans les voitures. Voilà. Oui, c'est ça. C'est quand même une vie plus difficile, parce qu'il n'y a plus de contrôle, plus de moins de liberté, oui. Voilà. Moins de liberté. Mais du coup raté, donc on va faire avec, et puis on attendra je sais pas quoi, parce que moi pareil, je m'imagine pas, c'est maintenant que j'ai envie, mais je me dis quand j'aurai 60 ou 70 ans, ce sera super d'être à Paris, d'avoir tout à côté, d'avoir... Voilà, je trouve qu'il y a des âges qui sont parfaits pour Paris. Célibataire, aux jeunes couples, c'est top. Adolescents, c'est top. Plus âgés, c'est top. Mais là, moi, je suis à un moment où... un moment charnière où l'air frais, ça ne me fera pas de mal, Alors, fin des questions. Eh bien, tous les participants, donc, vous remercient donc, de leur avoir répondu. Et maintenant... Alors, merci beaucoup, Olivia. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Merci à vous toutes de m'avoir reçue. Merci, Mohamed, pour le son et la vidéo. Moi, je vous remercie également parce que je ne vous connaissais pas, mais j'ai écouté donc tous vos disques. Ah, du coup, ça a été en immersion. Ça m'a mis, l'immersion, parce qu'il y en avait que je connaissais. Et d'autres pas. Et voilà, vous êtes très agréable et très communicative. Ça a été un plaisir. Pareillement, partagé. Alors, les prochains événements à venir, en janvier, dans le cadre du cycle de rencontres en partenariat avec le comité d'entreprise de la RATP et avec le soutien de l'Institut français et de la Fondation des Alliances françaises, vendredi 22 janvier à 18h. La Société du Sans Contact est-elle inéluctable? Conférence animée par François Saltiel, journaliste et réalisateur français. Jeudi 28 janvier à 18h, maladies émergentes et Covid-19, d'où viennent-elles? Conférence animée par Philippe Grandcola, biologiste, écologue et directeur de recherche au CNRS. L'Alliance française Paris vous donne également rendez-vous mercredi 27 janvier à 19h pour le lancement d'un nouveau cycle nommé Intersection, dédié aux rencontres multiples et créatives. Pour cette première édition, l'Alliance française de Paris recevra l'écrivain Louis-Philippe d'Alembert et la géographe et sociologue Camille Schmoll.
Ils dialogueront autour de la question des femmes migrantes en Méditerranée, entre récits de femmes et enquêtes de terrain. Et un avant-goût de la programmation de février, c'est le retour des rencontres littéraires. Je viens de loin, j'écris en français. Mardi 2 février, le Liban sera à l'honneur avec Amin Maalouf. Jeudi 11 février, ce sera au tour du Maroc lors d'une rencontre intitulée Silence et tabou, sexualité au Maroc, qui réunira Leila Slimani, Rachid Benzine et Zainab Faziki. Tous ces événements sont gratuits pour l'instant, intégralement en ligne, partout dans le monde, donc vous pourrez suivre ces événements depuis votre ordinateur, smartphone ou tablette. Et bien voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Et merci Patricia. Et merci Patricia.